Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission de décryptage du contexte économique et des marchés financiers. Pour la première fois, j'ai le plaisir d'accueillir Hervé Guez, directeur des gestions actions, taux et solidaires chez Mirova. Bonjour Hervé. Bonjour Caroline. Nous avons beaucoup parlé de remontée des taux et d'inflation tout au long de nos émissions et nous allons y revenir. Mais surtout, le conflit russo-ukrainien a porté sur le devant de la scène la problématique énergétique et la dépendance de l'Europe aux énergies fossiles. Est-ce pour autant la fin des solutions bas carbone? C'est ce que nous allons voir dans cette première partie. Il faut avoir le cœur bien accroché aujourd'hui sur les marchés financiers, surtout lorsque l'on a des convictions aussi fortes que les vôtres. Que dites-vous aux personnes qui remettent la défense et les énergies fossiles comme secteur clé de l'investissement aujourd'hui? Eh bien, je leur dirais qu'il faut savoir ne pas succomber aux pressions court-termistes des marchés. Pour ce qui concerne Mirova, vous le savez, nous essayons de concilier rendement de long terme et impact environnemental et social. Alors certes, la guerre russo-ukrainienne a créé des tensions très très fortes donc sur le prix des matières premières et donc a entraîné un rebond du secteur des énergies fossiles assez largement. Certes, les questions de défense ont été au centre de l'actualité, des besoins d'investissement importants vont avoir lieu. Après, si on prend un peu de recul et qu'on regarde les enjeux de long terme, quels sont-ils? Ils n'ont pas changé. Fondamentalement, sur le long terme, le gros besoin de la décennie qui vient, c'est le développement de l'efficacité énergétique et c'est des énergies renouvelables qui va aussi de pair d'ailleurs avec le besoin de retrouver une souveraineté européenne en matière énergétique. Et ça, le secteur des énergies renouvelables y répond parfaitement. Et au-delà du coup de la secousse de court terme qu'on vient de voir, il va falloir garder cette stratégie d'investissement sur les énergies renouvelables qui concilie impact et rendement. C'est ça, donc il ne faut pas conserver cette vision de court terme, évidemment ne jamais oublier les enjeux de long terme. Ouais. Et d'ailleurs, vous aviez aussi anticipé cette inflation, parce qu'on a également beaucoup d'inflation aujourd'hui, on a quand même des taux au-delà de 8%, mais en tout début d'année, vous anticipiez déjà cette inflation structurelle qui était nécessaire pour porter la transition énergétique et les investissements afférents dans les énergies renouvelables, par exemple. Oui, c'est très gentil de le rappeler. Effectivement, le thème de l'inflation est un thème que nous avons abordé à de multiples reprises depuis environ 18 mois. Pourquoi? Parce que cette décennie de transformation qu'on va avoir va entraîner des besoins de relocalisation et des besoins d'investissement importants. Et ces besoins de relocalisation et d'investissement vont nécessairement réentraîner un besoin d'inflation, entraîner des tensions inflationnistes dans l'économie. Alors, ce qui s'est passé, c'est que les marchés et les banquiers centraux se sont trop souvent focalisés sur cette inflation de court terme, ce pic d'inflation, en se disant que tout allait redevenir un petit peu comme avant, après la pression et les goulets d'étranglement qu'il y avait dans l'économie. Mais ils étaient un petit peu en retard quand même. Voilà, et donc ils se sont mis en retard sur le fait qu'il y aurait une inflation structurelle, et comme cette inflation structurelle est maintenant dans la tête de tout le monde, mais les banquiers centraux agissent un peu à retard, et donc on a un pic d'inflation extrêmement important qui a secoué les marchés, à la fois parce qu'il y a une inflation beaucoup plus haute que ce qu'elle aurait été si les banquiers centraux étaient intervenus plus tôt. Il y a maintenant acté dans la tête de tous les intervenants qu'on aura une inflation structurelle un peu plus importante, et surtout cette gestion tardive de l'inflation entraîne des craintes de récession économique, récession qu'on aura probablement au moins courte aux États-Unis et en Allemagne. D'autres pays peut-être s'en sortiront un petit peu mieux, mais le gros de l'économie va subir une secousse de court terme beaucoup plus importante que si les banquiers centraux étaient intervenus plus tôt. Donc là, on a bien compris qu'on était dans l'œil du cyclone à tout point de vue, ne serait-ce que sur les tensions, sur les matières premières et les énergies fossiles, sur l'inflation. Qu'est-ce qui donne un petit peu de visibilité et j'ai envie de dire un peu d'espoir aujourd'hui? Alors non, ce qui va donner la visibilité, c'est bien sûr, on va avoir les yeux rivés sur deux types d'indicateurs macroéconomiques. C'est l'atteinte du pic d'inflation et surtout, ce qui est dorénavant encore plus regardé aujourd'hui, c'est ces indicateurs avancés en matière de croissance économique
ou de durée de récession. Est-ce qu'on va vers une récession et si oui, est-ce que c'est une récession courte durée où on a des effets pervers qui sont... Votre avis sur ce sujet, c'est plutôt court ou Non, je pense qu'on aura une économie américaine qui, comme d'habitude, encaissera un choc rapide, mais qu'elle ressortira par le haut parce que les tendances de long terme sont très positives sur l'économie américaine. Ce sera probablement plus douloureux et plus long pour l'Allemagne parce que son modèle d'exportation est plus à risque avec la montée du risque des matières premières et cette besoin et ces tendances de long terme de relocalisation de production. Mais au global, je pense que cette récession, si on doit avoir une récession, sera de courte période. Et surtout, au-delà de récession, qui est un indicateur agrégé, ce qui me paraît important de comprendre dans la décennie qu'on va vivre, c'est qu'on est en train de vivre une bascule d'une croissance qui a été beaucoup tirée par la consommation, avec des niveaux d'investissement relativement faibles et des niveaux de retour sur investissement très élevés, à un équilibre un peu différent dans lequel on aura probablement une consommation qui va ralentir en matière de biens de consommation de court terme, mais par contre une croissance qui va être tirée par des besoins d'investissement plus long terme. Et c'est pour ça que cette inflation structurelle est importante, parce que seulement un niveau d'inflation suffisant va permettre aux ménages de s'adapter et de s'adapter à ces secousses liées à ces besoins d'investissement et au renchérissement de certaines matières premières. Et justement, ces réinvestissements dans le cadre de la transition, mais pas que, va permettre également d'accompagner des équipementiers, d'accompagner d'autres acteurs dans des secteurs tels que celui-ci. Oui, ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, la transition écologique, on parle beaucoup du secteur de l'énergie, mais la transition écologique va concerner des secteurs beaucoup plus larges que les seuls secteurs des développeurs d'énergie renouvelable. Ça va concerner les équipementiers, mais ça va aussi toucher à d'autres sujets que l'énergie, que sont l'économie circulaire, le traitement des déchets, la capacité à avoir une agriculture raisonnée qui règle ces problèmes d'intrants chimiques, etc. Donc on a l'ensemble d'un secteur qui doit se transformer. Donc c'est pas seulement nos modes de consommation qui vont changer. Pour que nos modes de consommation changent, c'est aussi les modes de production qui vont changer. Et notre ambition, c'est d'accompagner, de financer, d'apporter des capitaux à ces acteurs qui vont transformer en profondeur nos façons de consommer et de produire pour faire face à ces enjeux climatiques et de biodiversité qui sont extrêmement cruciaux et qui sont à moyen long terme au moins aussi importants que les enjeux géopolitiques auxquels on doit faire face à plus court terme. Donc si j'entends bien, on sera possible de traverser cette période sans renier ses convictions et c'est ce que nous allons voir plus précisément dans cette deuxième partie. Donc vous abordiez déjà là en cette fin de première partie justement les secteurs clés sur lesquels investir et qui vont accompagner la croissance de long terme. Plus précisément, si on revient, j'ai déjà une question, c'est il faut quand même traverser cette bourrasque. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez fait un certain nombre d'arbitrages, un peu le dos rond, pour pouvoir traverser cette période dans l'attente d'une visibilité meilleure? Oui, alors bien sûr, nos principales convictions ne vont pas, on ne va pas sacrifier nos convictions pour des mouvements de court terme. Ce qu'on peut faire, c'est... Vous n'êtes pas sur Total? On ne va pas sur Total aujourd'hui. Qui sait, peut-être qu'un jour, leur discours en matière de transition énergétique s'accompagnera de décisions qui sont conformes aux recommandations de l'Agence internationale de l'énergie, c'est-à-dire arrêter l'exploration de nouveaux champs. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Et donc, malgré les progrès que cette entreprise a fait, on n'est pas encore en train d'investir sur ce type d'entreprise dont effectivement la croissance et les profits vont être tirés par la hausse du pétrole beaucoup plus que par les investissements dans le secteur des énergies renouvelables. Voilà, donc on a ce phénomène de court terme sur lequel effectivement on ne peut pas nous s'isoler complètement. Pour autant, on n'a pas été inactif et on a bien sûr pris des positions sur les zones qui nous paraissaient dans cet environnement de court terme compliqué, le plus protégé. C'était clairement le cas sur les développeurs d'énergie renouvelable, puisque la hausse des matières premières, du gaz entraîne une hausse du prix de l'électricité, donc une valeur de ces développeurs d'énergie renouvelable aussi, qui structurellement voilà, c'est accru. Nous sommes aussi repositionnés sur les secteurs liés davantage à l'économie circulaire, qui ont des besoins d'investissement extrêmement importants. Voilà, donc cette phase-là est en train de se terminer. Je pense qu'on est vraiment au point où on retrouve des niveaux de valorisation extrêmement attractifs pour des secteurs plus cycliques, bien sûr, beaucoup plus sensibles
à la macroéconomie, à des secteurs aussi plus sensibles à l'inflation matières premières, comme les équipementiers en énergie renouvelable. Donc c'est aujourd'hui le point d'attention pour nous va être celui-là, de regarder quel va être le bon moment pour réinvestir plus fortement sur ce type de secteur, afin de reprofiter de ces tendances de long terme qui sont bien évidemment pas du tout effacées. Tout à fait, la sanction, enfin, je ne sais pas si on peut parler de sanction, mais en tout cas, il y a une sélection qui s'est faite très forte sur le marché aujourd'hui. Oui. Donc là, vous voyez à nouveau des points d'entrée possibles dans le cadre des thématiques que vous supportez. Alors oui, on a des acteurs du secteur automobile qui aujourd'hui se paient 4-5 fois leurs résultats. Alors vous allez me dire 4-5 fois les résultats sont très variables dans ce secteur-là, mais on est quand même sur des niveaux de valorisation qu'on n'avait pas atteints. On a des équipementiers de secteur ENR qui reviennent vers 20 fois les résultats. 20 fois c'est beaucoup plus élevé, mais sur des secteurs qui vont avoir une croissance à double chiffre pendant plus de 10 ans, on revient sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement intéressants. Alors bien sûr, le marché aujourd'hui, encore une fois, se focalise sur le trou d'air lié à la remontée du prix des matières premières, au goulet d'étranglement et donc aux annonces de résultats qui sont plus faibles. Mais comme souvent, les marchés vont réagir un peu violemment. Il va y avoir un moment où ils vont changer leur perspective. Parce que le marché est quand même et le rebond sera violent. C'est très volatile, le contexte est quand même très volatile aujourd'hui. Oui, c'est par définition quasiment ce qu'est devenu les marchés financiers. Il n'y a plus de marché financier sans volatilité. Donc les mouvements sont toujours joués quelque part un peu au-delà des niveaux fondamentaux, notamment parce qu'il y a des acteurs qui prennent des positions short, vous savez, ces acteurs qui vendent des actifs qu'ils ne détiennent pas. Donc tout ça entraîne des phénomènes, non pas simplement de vérité des prix, mais des phénomènes excessifs, la fameuse exubérance irrationnelle des marchés. Voilà. Donc on est dans ces moments d'exubérance sur lesquels la focalisation et le retour à la moyenne sur certains secteurs est allé beaucoup trop loin. Et donc, je serais bien évidemment incapable de vous dire que ça y est, c'est aujourd'hui le point bas, le point de retournement et qu'il faut sortir toute voile d'or aujourd'hui. Mais clairement, on est aujourd'hui, me semble-t-il, à un point excessif en termes de valorisation sur certaines entreprises. Et donc, on va surveiller le moment de réinvestir plus fortement. Très bien. Merci beaucoup, Hervé. Merci à vous, Caroline. La finance a un rôle à jouer, elle est clé pour construire un modèle économique durable. C'est ce que nous avons compris pendant cette émission. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle séance de décryptage.